Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce rendez-vous de la démocratie. Nous avons une prochaine séance le 9 avril. Nous entendrons Jacques de Saint-Victor qui vient nous parler qui a sorti un livre intéressant et important sur le rôle des mafias en démocratie, n'est-ce pas ? Et pas seulement en Italie, n'est-ce pas ? Là, ça sera un peu la suite logique de ce que nous avons dit l'autre jour avec Marc Lazare sur les résultats et les considérations qu'on doit en tirer des élections italiennes, ou notamment sur je dirais le double ou le complexe populisme, n'est-ce pas, entre Berlusconi et Grillo a été, je crois, assez utilement relevé. Alors ce soir, François Bayrou fait le plaisir d'être avec nous, comme à chaque rendez-vous de la démocratie, mais pour parler plus particulièrement de son livre, de la vérité en politique. Moi, je dirais qu'il est bien dans le droit fil de ses précédents travaux. Je ne cite que les titres, et ils sont tous évocateurs, et ils s'enchaînent pour arriver aujourd'hui à la vérité en politique, n'est-ce pas ? La relève en 2001, projet d'espoir en 2007, abus de pouvoir en 2009, état d'urgence en 2011 et la France solidaire en 2012. Et donc aujourd'hui... Alors moi je dirais que tout y est, n'est-ce pas ? Il y a tout François Bayrou dans ce livre. Il ne manque pas un bouton de guêtre, n'est-ce pas ? Il y a les 3 ordres de Pascal, il y a du Péguy comme il en faut, et il y a même la définition de la démocratie par Marc Sangnier. Donc, ça c'est une note en bas de page, hein, c'est une note en bas de page. Tout y est, et sur, vous le savez, toute une série d'idées forces que je ne détaille pas et que nous retrouvons intactes, très vibrantes dans cette-là. Et comment dire ? Je pense que nous aurons beaucoup de questions à lui poser, et elles vont être d'ordre divers. Il y a à la fois, je dirais, des questions de fond qui touchent quasiment à la philosophie, à la science politique, et à la morale en politique, autour de ce thème quand même qu'il aborde, mais qu'il n'a pas le temps ni l'envie de développer. C'est quand même, et ça ce serait, je pense, un des premiers éléments de débat, c'est le rapport que François Bayrou établit depuis tant d'années entre... et avec tant je dirais, d'arrière-plan de sa famille politique, bien sûr. Pierre Mendès France, souvent cité dans ce livre. Charles de Gaulle, bien sûr. Et Raymond Barre, bien sûr. Jacques Delors, également. C'est la question du rapport entre la vérité et ce réel que nous tentons d'appréhender constamment et qui nous bouscule constamment, parce la thèse de Jean Jaurès s'intitulait « De la réalité du monde sensible ». Et tout était dans le sensible. Et donc, pour ma part, j'aurais beaucoup envie de provoquer un peu François Bayrou en disant, dans le rapport entre la vérité en politique et la réalité telle qu'elle clapote constamment à travers des crises, des confrontations, des affrontements, des bipolarisations, que sais-je, quelle est la part de l'appréhension sensible du politique sur cette espèce de magma qu'il faut absolument ordonner. Et là, il faut une vision. Et François Bayrou le dit bien sûr, il y a une part d'irréductible dans la réalité, mais il nous faut une vision de la réalité. Et ça, c'est, je crois, dans les premières pages du livre. Alors, j'en reste là sur les grandes considérations, mais en quoi et comment la vérité impose qu'il y ait une juste vision du réel. Et c'est votre formule. Nous en sommes tous là, nous cherchons tous cela, dès lors que aussi, c'est vrai, les historiens le savent trop bien, n'est-ce pas, la réalité n'est jamais qu'appréhendée par nos sensibilités, et la vérité, on l'approche pas à pas, et en fonction des périodes, des époques. Il y a là tout un immense enjeu politique. Le livre de François
signale et sur lequel nous aurons sans doute des questions à lui poser. Il en aura bien d'autres, j'imagine, et notamment sur l'état de ce pays, les choix qu'il a fait au deuxième tour de la présidentielle de l'an dernier. Mais je n'en dis pas plus. Vous avez aussi, noir sur blanc, constamment, son appel bien connu, qui pour lui est tout à fait fondamental. Comment, au fond, un chef de l'État doit être aussi, je dis ça très cavalièrement, mais c'est plus profond que ça, comment un chef de l'État doit être ou devrait être un père de famille aussi, n'est-ce pas? Et comment on appelle à l'union? C'est quasiment un appel à l'union sacrée, comme en temps de guerre, n'est-ce pas, que ce livre nous propose. Comment on appelle à l'union sans prononcer, parce que est-ce trop gaulien, je ne sais pas, sans prononcer le mot de rassemblement, François. Ça sera aussi une question qu'on pourra peut-être avoir à vous poser. Un autre avait utilisé la formule de rassemblement du peuple français, nous le savons bien. Il y a là encore toute une série de questions, je dirais, d'actualité et d'urgence nationale. Bon. On pourrait aussi aller très loin dans la discussion du rapport que vous faites dans ce livre entre le peuple qui est très présent dans les 100 premières pages, et puis par un glissement qui est évidemment rattaché à l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme, n'est-ce pas, l'exercice de la souveraineté de ce peuple, c'est dans la nation. Alors de ce cheminement peuple, nation, démocratie, voilà, de manière un peu abstraite, c'est aussi quelque chose qui court et qui est le fil conducteur de ce livre. Et c'est pour ça que, François, vous avez toute votre place fondamentale dans un débat comme celui-ci ce soir, dans un rendez-vous de la démocratie. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Alors, je ne veux pas me faire moi-même l'exégète de mes propres œuvres, livres. Mais avant ce que vous avez signalé, il y en avait un autre qui est relié à ça, qui s'appelle le droit au sens. Alors, je parle ici d'un temps que les moins de 20 ans n'ont aucune chance de connaître. Et donc la plupart de ceux qui sont ici sont tout à fait excusés, ou en tout cas expliqués de ne pas en avoir souvenir. Mais c'était aussi un livre où je réfléchissais à ces sujets. Alors, quel est le sujet de ce livre? Alors, surtout pas ce que les journalistes, quelquefois un peu superficiels, disent. Je ne dis pas ma vérité en politique. C'est pas un livre sur la vérité que je porterai. Ceux qui sont debout peuvent s'asseoir. Il reste quelques places plus confortables que la station verticale. Et donc, c'est pas du tout ça. D'abord parce que j'ai pas voulu me donner le ridicule d'écrire François Bayrou, la vérité en politique. Mais ça s'appelle de la vérité en politique. Alors le de, comme vous savez, c'est du latin, ça veut dire au sujet de, à propos de la vérité en politique. Parce que je ne traite pas du tout, ça boum beaucoup, je ne sais pas pourquoi, je ne traite pas du tout d'une vérité que je défendrai. Je dis la vérité, c'est-à-dire, je vais vous lire la citation de la grande philosophe Hannah Arendt que je mets en exergue de ce livre, c'est-à-dire le réel. Hannah Arendt dit « Nous pouvons appeler vérité ce qu'on ne peut pas changer ». Et je suis persuadé qu'il y a là quelque chose de tout à fait essentiel à la démocratie du XXIe siècle. Et je vais essayer de m'expliquer sur ces sujets. Mais ce livre, il répond à une question. Vous savez, il y a des gens qui écrivent des livres pour dire ce qu'ils pensent. Moi, j'écris des livres pour savoir ce que je pense.
Je veux dire, pour savoir un peu plus, de manière un peu plus approfondie et affinée, ce que sont mes intuitions. On a tous des intuitions dans la politique des sentiments, on a des... Mais quand vous vous forcez, quand vous suivez la discipline qui consiste à traduire en termes compréhensibles par tous, parce que ce n'est pas du tout un livre de philosophie abstraite, c'est un livre qui est fait pour la lecture des citoyens. Et donc, ce livre répond à une question. Pourquoi est-ce que la France, qui était le premier pays d'Europe il y a 15 ans, à la fin des années 90, en est où elle en est aujourd'hui? Ça devrait être une question pour tout le monde. Parce que un pays qui a des atouts formidables, c'est pas la peine de les énumérer, un pays qui a une histoire, une culture, une identité, une jeunesse, une diversité, des savants, des prix Nobel, des médailles Fields, tout ça, pour nous retrouver où nous en sommes, c'est-à-dire, j'hésite à le dire, comme dans les années 30, un pays incapable de s'auto-suffire. Parce qu'on ne le dit pas. On parle, y compris moi, de déficit du commerce extérieur, de déficit de la balance des paiements. C'est des termes savants, technocratiques, économistes, pour initier. Mais la vérité, c'est que ça veut dire que nous ne réussissons pas à nous auto-suffire. Alors qu'autour de nous, tous les pays du même niveau montrent chaque mois et chaque année qu'au contraire, eux, ils réussissent à propager leur production, leurs services, leurs entreprises, tout au travers de l'Europe et du monde. Je n'ai pas besoin de rappeler les chiffres parce que j'ai depuis longtemps compris que les chiffres ne convainquaient que ceux qui étaient convaincus. Parce que c'est tellement abstrait. Mais la France, pour la deuxième année consécutive, 70 milliards de déficit du commerce extérieur. 60 milliards de déficit de la balance des paiements. 70 milliards, pardonnez-moi de faire cet exercice qui doit vous lasser, mais quand même, ça mérite qu'on y réfléchisse, c'est 70 000 millions d'euros. Pris sur, pas seulement sur Jean-Pierre Rioux, mais aussi sur Jean-Pierre Rioux, sur vous tous, sur toutes nos familles, sur toutes nos capacités, pour être apportés à nos fournisseurs. Au passage, il y a toujours une question économique qui est, mais est-ce que le pouvoir d'achat baisse? Et toujours les gouvernements et l'INSEE vous disent, mais non, pas du tout, les pouvoirs d'achat ont augmenté ces dernières années. Excusez-moi, moi je suis un homme de l'arithmétique. Dans un pays qui est à 0% de croissance, quand le nombre des foyers augmente de 1,5% par an, ça veut dire que les foyers s'appauvrissent tous les ans. On peut me faire tous les calculs sympathiques, subtils, complètement échevelés qu'on voudra. C'est quand même ça que ça veut dire. Pendant ce temps, donc nous, 70 milliards de déficit, de pertes. Pendant ce temps, l'Allemagne, c'est pas la peine de le rappeler, 200 milliards d'excédents. Mais la Suisse, 0% de chômage, ou 3,8, c'est-à-dire 0. Et il y a tous les jours 300 000 travailleurs qui traversent la frontière, venant de France pour aller en Suisse, et qui n'échangeraient pas pour un empire la situation qu'ils ont là-bas chez nous. Il n'y a pas de matière première en Suisse. Les salaires, on nous explique toujours que c'est les salaires qui sont la cause de la situation du pays.
Les salaires en Suisse, ils sont combien? 40% plus élevés que les salaires chez nous. C'est pas une paille, au moins 30. Beaucoup plus élevés que chez nous. C'est une population réduite. C'est pas un pays qui a un niveau de vie inférieur au nôtre, il est très supérieur au nôtre. Ça devrait nous poser des questions. L'Autriche, excédentaire, largement. La Belgique, excédentaire. Les Pays-Bas, excédentaires. Je fais le tour, hein. Excusez-moi, je vais dire quelque chose qui va vous stupéfier. L'Espagne, excédentaire. L'Italie, excédentaire. Excédentaire, chacun de ces pays dans ses échanges avec nous, France. Alors si on trouve que ça va et qu'il faut continuer comme ça, on a le droit, mais qu'on ne se plaigne pas. Et donc, ma thèse est que nous avons un problème spécifiquement français. Comme vous voyez, je défends devant vous, quelquefois en votre nom, le contraire de ce que défendent tous les autres. Parce que les autres, ils disent, c'est la faute de l'Europe, c'est la faute de l'euro, c'est la faute de la mondialisation, c'est la faute de notre niveau de vie. Non, c'est la responsabilité c'est la faute d'un certain nombre de choix d'organisation de la société française qui nous bloquent dans notre capacité nationale. C'est ça la question à laquelle j'ai essayé de répondre dans ce livre. Et alors, une fois qu'on a ça devant l'esprit, et ce n'est pas des pays tous en bonne santé que je décris, mais c'est un fait prouvé. Hein. Je n'invente rien ni ne surévalue rien. Une fois qu'on a dit ça, on se dit, à tout phénomène, il y a des causes. Alors c'est une idée que les politiques ne retiennent pas souvent. L'idée que, à une situation donnée, il y a une cause, c'est une idée qui ne semble pas les effleurer. Bossuet avait autrefois, vous voyez que j'ai des auteurs, hein, l'aigle de Meaux. C'est plein de Voltaire. Bon, Bossuet avait une phrase formidable. Il disait, j'essaie de citer exactement, « Le ciel se rit des prières que lui font ceux qui se plaignent de maux dont ils persistent à vouloir les causes. » La situation du pays, c'est ça. Si vous refusez de regarder les causes des problèmes, alors n'allez pas vous plaindre au ciel, quel que soit votre ciel. Même si vous n'en avez pas, n'allez pas vous plaindre tout court. J'ai trouvé une réponse entre nous que je trouve irrésistible à tous les journalistes qui me disent « Mais, monsieur Bayrou, ce que vous racontez, mais bien sûr, vous avez raison. » D'abord, je dis « Stop, arrêtez-vous là. Vous êtes sûr que j'ai raison ? » Ben quand même, ça mérite qu'on s'arrête une seconde et qu'on réfléchisse. Bien. Mais si c'est pas ça, ils disent « Mon pauvre... » Non, ils disent pas dire « mon pauvre », mais enfin... On voit qu'il y a quelque chose de cet ordre dans leurs yeux. Ils disent « Mais la bipolarisation, mais on ne peut pas faire autrement. » Eh bien, je dis « Ne vous plaignez pas. Si vous considérez qu'on ne peut pas faire autrement, alors applaudissez. Venez au micro et expliquez aux gens que tout va bien. Mais les gens ne le croiront pas. Donc, pour moi, il faut essayer de comprendre les causes. Et ces causes sont dans nos règles d'organisation de la société française. Alors, je vais essayer de dire pour moi la cause principale qui exclut, qui empêche notre pays de conduire la politique dont nous avons besoin et que d'autres ont conduite autour de nous pour trouver cette puissance qui est en nous et que nous n'arrivons pas à faire sortir. L'idée que je défends dans le livre, c'est celle-ci. Lorsqu'il y a besoin, au XXIe siècle en tout cas, on peut discuter pour le passé, j'y reviendrai si ça vous intéresse. Lorsqu'il est besoin
de conduire une politique de réforme, ça ne peut pas se faire sans le soutien ou au moins l'assentiment du peuple. En tout cas en France, et en tout cas au XXIe siècle. Alors je vais essayer de dire pourquoi. Dans les autres pays, il y a une conception de la démocratie qui est une démocratie de représentation, de délégation. Le rôle du citoyen est de choisir une fois tous les 4 ans ou une fois tous les 5 ans les représentants qui vont aller discuter et décider en son nom, et il y a une clause de revoyure, on revient dans 4 ans et on voit si vous avez bien fait ou pas. Entre-temps, nous, les peuples, on va s'occuper de nos affaires. C'est vrai dans les pays scandinaves, ça a été longtemps vrai, c'est vrai dans les pays de culture protestante. Il faudrait examiner pourquoi, c'est compliqué, mais c'est vrai. Entendez-vous entre politiques, ou bien prenez les décisions en politique et nous, les peuples, on reviendra pour voir les résultats. Et c'est vrai, or nous en France, pardon, je n'avais pas fini l'idée, nous en France c'est le contraire. Depuis la Révolution française, nous avons pris une habitude que je considère fondée, c'est que nous voulons nous occuper de nos affaires, nous citoyens. Et que nous considérons que ceux qui sont les puissants, on a un droit de regard sur eux. Et même si on regarde bien, il y a sur leur cou, discrètement, découpé suivant le pointillé. C'est une idée que nous avons gardée de la Révolution. Alors maintenant, évidemment, c'est plus physique. Ça n'est plus... Mais c'est moral. On veut savoir, on a un droit de regard. Plus encore, on est... Ça, les puissants n'y pensent jamais. Les citoyens en eux, ils ont ça. On est, nous sommes le peuple souverain. On a écrit ça dans la Constitution. La légitimité vient du peuple. Pour le peuple, par le peuple. Tout ça est écrit dans nos textes fondamentaux. Personne ne peut s'arroger le droit de décider. Une partie de la nation ne peut pas décider à la place de l'autre. Et on rend la justice au nom du... Tout ça, c'est la France. Ça vient de loin, mais cette histoire de la Révolution française, ça nous a quand même marqué assez profondément. Donc, nous sommes un peuple, je ne veux pas dire de démocratie directe, parce que ça voudrait dire des référendums tout le temps, et je ne crois pas du tout que ça soit l'attente des Français. Mais on veut être engagé. Vous connaissez la différence entre impliqué et engagé. C'est assez facile. Dans les œufs au bacon, la poule est impliquée, mais le cochon est engagé. Eh bien, cette idée fondamentale que nous sommes, comme pères de famille, comme citoyens engagés par les décisions qu'ils prennent, c'est au tréfonds, pour moi, de l'âme française. Et c'est au tréfonds de l'âme française encore davantage au XXIe siècle. Pourquoi ? Parce que XXIe siècle, c'est le siècle d'Internet. Et qu'Internet, j'ai un développement sur ça dans le livre, c'est à la fois un poison et l'antidote du poison. C'est un poison pourquoi ? Oh, c'est un poison parce que ça va tellement vite, ça brasse tellement d'informations, ça distrait l'attention tout le temps. Un fait, une explosion, une rumeur chasse l'autre. L'attention n'a jamais le temps de se fixer. Et ça empêche évidemment la réflexion. Ça empêche de s'arrêter une minute pour réfléchir. Mais
c'est en même temps l'antidote. Parce que 15 ans après, vous pouvez revenir et le type qui a dit il y a 15 ans le contraire de ce qu'il dit aujourd'hui, vous le projetez pour sa plus grande honte. Puis vous pouvez vérifier la généalogie de quelque chose qu'on vous apporte. Et puis, il y a des informations qui sont, pour la plupart d'entre elles, fondées. Moi, je suis un grand admirateur de Wikipédia. Je considère que Wikipédia est une révolution dans l'histoire de l'humanité. Parce que, bien sûr, il y a des bêtises, quelquefois. Mais dans 999 sur 1000 des informations qui sont présentes aujourd'hui, et ça sera encore plus vrai dans 5 ans, pour l'essentiel, il y a de la science, de la connaissance, des choses qui sont infiniment plus détaillées que ne l'était l'universalisme autrefois. Et tous les jours, c'est nourri. Et c'est bénévole. Je trouve ça, enfin, quand on réfléchit, cette idée que gratuitement, gratis pro deo, comme on disait autrefois en franc latin, comme on dit le franglais, moi j'invente le franc latin, c'est quand même quelque chose de fascinant. Donc, au temps d'Internet, où tout le monde a l'information en direct, vous ne pouvez pas prétendre que les gens n'ont pas voix au chapitre qui les concerne. Et pour une troisième raison, c'est que ces dirigeants qui prétendent à la science, à la connaissance, à l'initiation, à savoir, à la technique de tous les grands, dans les résultats, ils sont nuls. Et si vous ajoutez ces trois choses, France, exigence de s'occuper de ses affaires, 21e siècle, Internet, et échec des initiés. Alors vous avez le système, comme on dit, qui va vous conduire à l'exigence démocratique telle que je la traite dans cette affaire-là. Donc, il n'y a pas de réforme possible s'il n'y a pas un contrat de vérité, c'est-à-dire de réel, avec les peuples. Et les peuples ont l'exigence de s'occuper de leurs affaires. Alors vous voyez que vous êtes dans le constat des causes qui ont conduit la France, en tout cas la France, à la situation où elle se trouve. Pourquoi ? Étape supplémentaire. Dans la cause, je voudrais traiter de la cause de la cause. Je voudrais remonter l'enchaînement des causes. Je pense qu'il n'y a dans cette affaire rien qui soit dû au hasard. Alors on me dit, mais monsieur, c'est parce que les politiques ne sont pas courageux. Certes, je ne crois pas du tout que les politiques de nos voisins sont plus courageux que les nôtres. Même quelquefois moins. On me dit, mais le pouvoir... Non, je pense qu'il y a une réalité et qui est comme toujours dans les institutions. Nous avons, alors je reprends un refrain que le général de Gaulle a sifflé sur la vie politique française pendant 10 ans. Il disait sous la 4e, parce que tous ses copains venaient le voir pour participer au pouvoir, n'est-ce pas ? Enfin, pour obtenir de lui la bénédiction pour ne pas respecter ses orientations. Quand les gens font un choix qui ne correspond pas à la loyauté qu'on aurait pu attendre d'eux, ils ont très souvent besoin qu'on leur donne l'absolution. Très souvent besoin de... Bon, alors ils allaient voir le général de Gaulle. Ils disaient, mais Félix Gaillard, c'est un mec vachement bien. Et probablement l'était-il. Et de Gaulle disait, écoutez, dans ces institutions, il l'a dit pour Félix Gaillard en particulier, dans ces institutions-là, celle de la 4e, vous aurez beau mettre
les hommes politiques les plus valeureux que vous trouverez, ils échoueront à coup sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans nos institutions qui, selon moi, fait? Oh, il y a une chose très simple. C'est que, à toute séquence électorale, présidentielle, législative, il y a une chose qui se joue, c'est tout ou rien. Vous gagnez, vous avez tout le pouvoir, sans contre-pouvoir. Vous perdez, vous n'avez rien quand vous êtes le principal parti de l'opposition. Et quand vous êtes indépendant et que vous refusez la soumission à l'un ou à l'autre, alors vous n'avez même pas de représentation. Je vais additionner des voix qui n'ont rien à voir entre elles et qui même sont en désaccord profond entre elles. Mais extrême droite, extrême gauche et nous, lors des 3 dernières élections présidentielles, ça a fait 40% à chaque élection. Alors différemment, la dernière fois c'est nous qui avions 20, l'avant-dernière fois, cette fois-ci c'est Marine Le Pen qui avait 20, mais enfin 40% chaque fois. Marine Le Pen à peu près 20, Mélenchon à peu près 10, nous à peu près 10. Pensez que 40% des voix ont moins de 1% de représentation. Ça pose quand même une question, parce que ceux qui ont fait chacun 25% au premier tour, eux, ils ont toute la représentation. Des centaines de sièges. Et alors, suivez le raisonnement que je développe dans ce livre. Quand la question, c'est tout ou rien, que fait un appareil politique? Il dit, ben écoute Coco, hein, on va d'abord s'occuper de gagner, on verra ce qu'on fait après. Autrement dit, il y a dans ces institutions l'obligation ou la fatalité du mieux-disant, de la victoire du mieux-disant démagogique. Je cite une phrase absolument véridique de Jacques Chirac en 1995 quand il était dans les choux face à Balladur. Et il a dit au petit nombre de ceux qui l'entouraient, il n'était plus qu'un petit nombre, parce que je ne sais pas pourquoi, les sondages en politique organisent la transhumance. Hein? Il y a de vastes déménagements de population parlementaire vers celui qui est couronné provisoirement par les sondages. Donc il n'avait plus personne autour de lui. Il les a réunis, il leur a dit, écoutez bien, je vous étonnerai par ma démagogie. Et il parlait pourtant des experts. Hein. Dire des types qui... Bon, ça n'a pas manqué. Intéressante, sur des thèmes intéressants, mais 3 mois après, il a fallu changer. François Hollande, je parle de la dernière élection. Tiens, non... les chiffres de la croissance. François Hollande dit nous aurons en 2013 une croissance de 1,7. Nicolas Sarkozy dit mais nous aurons une croissance de 2%. On a 0. Bon, moi j'étais pas à 0. Mais cependant je disais vos chiffres ne sont pas sérieux. Évidemment, quand il s'agit de tout ou rien, vous multipliez les promesses. Puis vous dites, après on verra, on trouvera bien, il se passera des choses. Ce qui compte, c'est la phrase fétiche en politique, c'est le rapport de force. Eh bien, moi je trouve que une fois qu'on a compris ça, alors on comprend que le mal est dans la manière dont nous sommes organisés. Regardez en Italie, c'est pas parfait la démocratie italienne, mais Monti, il a perdu, bon, il a fait 10%, c'est le tarif. Quand vous dites des choses sérieuses. Vous verrez dans quelques mois où en sera l'Italie. Il a fait 10%, mais il a 50 sièges. Quand vous avez 50 sièges, ben vous pouvez défendre une opposition au travers du temps. Donc vous pouvez être courageux. J'ai expliqué à Hollande 10 fois que, et avant à Sarkozy, que Schröder n'avait pu faire Agenda 2010, le grand programme de réforme,
que pour une raison, c'est qu'il avait un mode de scrutin qui garantissait que même dans l'impopularité, son parti, ses représentants principaux seraient sauvés. Mais quand effectivement le risque est d'être effacé de l'ardoise simplement parce que vous défendez une position courageuse face aux Français, alors vous étonnez pas que le courage s'en aille, que le courage se dissolve et disparaisse. Donc, nous avons une responsabilité dans cette affaire. Voilà la thèse initiale du livre. Alors après, il y a une question qui est pour moi une question existentielle, qui est toute simple. Est-ce que la politique, ça consiste à gagner les élections, ou est-ce que la politique, ça consiste à défendre devant le peuple ou avec le peuple ce qui est l'essentiel de son avenir? Ce n'est pas une question facile. Alors je raconte dans le livre une histoire formidable pour moi. On est en novembre 1936. Il y a un débat à la Chambre des communes. Novembre 1936, Jean-Pierre Rioux vous expliquera, c'est la déclaration de l'axe Rome-Berlin. C'est-à-dire que tout d'un coup, on voit la guerre déployer ses ailes noires. Et la Grande-Bretagne n'a pas été préparée à se défendre. C'est le combat de Churchill. Depuis des années. Il est tout seul. Il est l'homme politique le plus détesté de Grande-Bretagne. Parce que la droite l'accuse d'être passée à gauche et la gauche l'accuse d'être restée à droite. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, toute ressemblance... Enfin, quelquefois, ça me fait rire. Détesté par tout le monde. Mais il a eu un combat. Il a dit « Ouvrez les yeux, il faut qu'on s'arme parce que la guerre arrive ». Alors ce jour-là, il interpelle Baldwin. C'est le chef du gouvernement, conservateur. J'ai très longtemps pensé des choses assez sévères de Baldwin, pour la raison que je vais expliquer. Depuis, j'ai découvert qu'il était le cousin germain d'un ami à moi qui s'appelle Rudyard Kipling, qui est un grand, enfin pour moi, un admirable romancier britannique, anglais. Les mères étaient sœurs, alors ça me l'a rendu plus sympathique. Les amis de mes amis, les cousins de mes amis sont mes amis. Bon, en tout cas un peu moins, mais... Et il lui dit, mais enfin, vous saviez tout. Vous ne pouvez pas dire que vous découvrez la situation. Comment ça se fait que vous n'ayez pas dit au peuple britannique ce qu'il fallait faire pour s'armer? Et alors, il y a une réponse que j'ai traduite dans le livre. Je suis allé chercher le débat, qui est formidable. Baldwin lui dit, « Monsieur Churchill, je vais vous répondre avec, ce sont les termes mêmes, une effroyable sincérité. » Et le fait qu'il emploie l'adjectif effroyable pour l'explication du fait qu'il n'avait pas ouvert les yeux du peuple est quand même un aveu. Il dit, c'était en 1934, il y avait des élections, j'étais le chef d'un grand parti. L'Angleterre était plus pacifiste à cette époque qu'elle ne l'a jamais été dans son histoire. Et si j'avais dit au peuple britannique qu'il fallait qu'on s'arme, je ne vois pas de chemin plus certain qui m'eût conduit à la défaite. Alors j'ai choisi la victoire électorale. Bien, ceci est la question même que un citoyen, je ne dis même pas un homme politique, ni un homme d'État, mais en tout cas ça fait la différence entre les hommes politiques et les hommes d'État. Hein. Churchill était un homme d'État, Baldwin était un homme politique. La différence. Dis-moi ce que tu choisis. Si tu choisis l'intérêt électoral, je comprends bien que ça a des avantages, mais tu es un homme politique. Si tu choisis, dans les moments difficiles de l'histoire, de ne pas t'arrêter à l'intérêt électoral, mais
de défendre l'intérêt de ton pays dans l'histoire et dans sa survie, alors tu es peut-être non pas un homme d'État, mais un vrai citoyen, quelqu'un qui a ses responsabilités. Moi, je suis persuadé que l'intérêt électoral doit passer après la question fondamentale de la survie du pays. Et nous en sommes là. Vous avez vu le scrutin dans l'Oise dimanche? J'ai piqué un des fous rires les plus spontanés de ma vie. Le dénommé Mancel, haute figure, s'il en fut, fait au deuxième tour contre le Front National, alors que le PS a appelé à voter pour lui. Il fait 51. Il est élu par le bout des cheveux. Normalement, ça aurait dû troubler l'UMP. Eh bien, le communiqué de l'UMP, croyez-le si vous voulez, c'est désaveu brutal pour François Hollande. Ça, c'est des hommes politiques. Ils ne voient pas l'essentiel, ils ne voient pas le feu qu'il y a dans le pays, ils ne voient même pas qu'ils ont le feu à leur veste et au bas de leurs pantalons. Ils désignent l'autre, l'adversaire, sans s'interroger un quart de seconde sur ce qui se passe. Moi, je pense qu'on est dans un moment extrêmement grave de la vie du pays. Alors, je voudrais aller juste un peu plus loin, parce qu'il y a une partie un peu plus philosophique, on va dire. Enfin, c'est écrit en français familial. C'est que l'essence de la démocratie, et je cite en effet Marc Sangnier, qui est une référence pour moi, et pour Jacques Delors, et pour beaucoup dans cette salle, il dit « La démocratie est l'organisation sociale qui porte à son plus haut la conscience et la responsabilité des citoyens. » Et pour moi, c'est le plus profond de la démocratie. Parce que ça veut dire qu'au lieu d'avoir un peuple de soumis qui obéit, même s'il a le droit tous les 4 ans de choisir celui qui va le cornaquer, le diriger, y compris contre son gré, c'est tout autre chose, conscient et responsable. Parce que ça veut dire qu'il est un partenaire dans le grand débat du pays. Et selon moi, la démocratie, c'est exactement ça. Et comme vous voyez, en France, on en est assez loin. Alors, ces débats, ce n'est pas la peine de rappeler, il y a eu de grandes figures pour les illustrer. Il y a donc un chapitre sur Mendès France, sur Barre, sur De Gaulle à sa manière, qui parfois, sur l'affaire algérienne, a été ambigu dans sa manière de faire les choses, et ça a été tragique pour beaucoup de Français et de harkis, et de bon, c'est pas rien, mais qui cependant a essayé chaque fois de prendre le débat à la hauteur qu'il fallait. Mais cette ambiguïté, peut-être il ne pouvait pas faire autrement, je dis ça dans le livre, mais cette ambiguïté, évidemment, elle a été cruellement ressentie par les uns et par les autres, par un bord et par l'autre, par ceux qui étaient de l'autre côté et par ceux qui ont été obligés d'abandonner ce qu'ils ressentaient comme leur patrie, leur terre. Enfin, tout ça a été d'une cruauté, comme l'histoire, hein, parce que l'histoire c'est souvent cruel. Et donc, mais cependant, il était à la hauteur du débat. Tout un chapitre sur ce point. J'avais une idée qui était intéressante et puis j'ai perdu l'idée en cours de route. Et donc, oui, c'est une idée qui se rattache à une des plus grandes questions philosophiques pour moi de la politique. Il y avait un monsieur qui s'appelait Machiavel. Il n'y a rien de grave. Plus de 60 livres. Ben, c'est formidable. Ça prouve qu'ils ne l'ont pas tous acheté. Et donc... Simplement, François, vous aurez du travail. Ben, je vais avoir du travail, donc il faut aller vite, c'est ça que vous me dites. Non, mais ça va, on a quelques minutes. Mais j'ai presque fini. C'est une des plus grandes questions philosophiques de la politique. Il y a un monsieur qui s'appelait Machiavel,
qui sert de référence à des tas de gens, et qui prétendait que la fin justifie les moyens. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'il ait dit ça, si on fouille dans l'œuvre, mais enfin, il demeure qu'on lui prête ça. La fin justifie les moyens. Et vous avez des armées de types qui vous disent la fin justifie les moyens. Et moi, je suis ami dans l'histoire avec quelqu'un qui s'appelle Gandhi, qui a guidé mes premiers pas dans l'engagement politique quand j'étais très jeune, quand j'avais 17 ans. En tout cas, ses œuvres et ses disciples. Et Gandhi, il disait autre chose, il disait « La fin est dans les moyens, comme l'arbre est dans la graine ». Pour moi, ça coupe la vie politique en deux. Le vrai clivage de la politique, c'est pas entre droite et gauche. Gérard Grimbert, qu'on a reçu ici, vient de faire un papier dans commentaire pour expliquer que c'était plus entre droite et gauche. Lui, il dit le vrai clivage, c'est entre Europe et nation. Et moi, je pense que le vrai clivage, c'est entre ceux qui pensent que la fin justifie les moyens et ceux qui pensent que la fin est dans les moyens comme l'arbre est dans la graine. Que c'est la même chose. Si tu acceptes de truander, au bout du chemin, le peuple ou la situation du pays en sera détériorée. Elle ne s'améliorera pas. En démocratie, en tout cas. Naturellement, je reviens sur l'élection présidentielle de 2012, avec l'explication du choix qui a été le mien, pas le vôtre pour un grand nombre d'entre vous, et j'ai pris bien soin de faire la différence, même si elle n'est pas très entendue. Et au fond, ce choix, il revient à une question simple. J'étais entré dans cette campagne présidentielle d'abord pour dire ce que je croyais nécessaire du réel et de la vérité à mettre au cœur des 5 années qui venaient. Et deuxièmement, quand je me suis aperçu que le scrutin s'organisait autour d'un double refus. Ceux qui ne voulaient pas de Sarkozy allaient voter Hollande, et ceux qui ne voulaient pas de Hollande allaient voter Sarkozy. C'était une cristallisation de 2 refus. C'est pas avec 2 refus qu'on fait une adhésion. Mais c'est ça qui s'est produit. Alors, j'étais décidé à choisir au 2e tour, pour plein de raisons, mais l'une d'entre elles étant que mon idée du centre, c'est que ça n'est pas un centre assis entre 2 chaises. C'est qu'il est capable, et c'est pas un centre mou. C'est au contraire un dépassement, et puis une prise de risque, et puis qu'on nous entende quand on parle, même si on n'est pas d'accord avec nous. Bravo. Non, dites-lui que vous êtes avec moi. Et si jamais il ne veut pas vous croire, vous me le passez. Bon. Et alors, j'étais décidé à choisir, à assumer. Et j'étais absolument sans idée préconçue. Parce que j'étais en désaccord violent avec la politique économique de Hollande. Et je l'ai dit, j'ai dit qu'elle était insoutenable, et chaque jour qui passe. Et j'étais en désaccord avec la pratique du pouvoir de Nicolas Sarkozy. Alors, qu'est-ce qui m'a entraîné et peut-être un certain nombre d'entre vous me l'ont-ils reproché, je l'ai entendu assez souvent, peut-être vous aussi. C'est très simple, c'est que Nicolas Sarkozy a choisi comme thème principal de sa campagne électorale de faire flamber l'exaspération entre Français. Il a dit sa première déclaration, je ferai 2 référendums. L'un sur les chômeurs, l'autre sur les immigrés. Et c'est assez simple à traduire. Ce n'est pas un référendum sur les chômeurs et sur les immigrés. C'est un référendum qui permettront aux gens de se lâcher contre ces 2 figures de
l'inquiétude ou du trouble ou de la fixation des sentiments qui est le chômeur et l'immigré. Mais ça ne s'est pas arrêté là, parce que après, enfin vous avez entendu, quoi, c'est pas la peine que je raconte l'histoire, c'était constamment ça, c'est ce qu'on a appelé la stratégie Buisson. Mais pour moi, les conseillers, ça n'existe pas, parce que les hommes politiques choisissent leurs conseillers. Et ils les choisissent généralement parce qu'ils vont dans le sens de ce qu'ils attendent. C'est sur ce point-là, j'ai dit une phrase, on avait le choix entre la division et l'illusion. Un pays peut revenir de ses illusions, il ne revient pas de ses divisions en crise. Oh, je sais très bien que c'est électoralement puissant. D'ailleurs, Sarkozy a fait 49 ou 48 et quelques. C'est pas rien. C'est une formidable performance électorale. Oui, on dit toujours ça. Je l'ai dit moi assez souvent, donc je peux pas lui reprocher de dire ça. En vérité, je crois que quelle que soit la longueur de la campagne, la durée de la campagne, les forces politiques s'agrègent autour de ceux qu'ils aiment. Hein, voilà. Même si la campagne ne dure que 5 semaines, comme ça arrive quand un président de la République démissionne ou disparaît en cours de mandat. Il se passe les mêmes choses. Si je veux me référer à mon ancien métier, que la pièce soit en 1 acte ou en 5 actes, il se passe les mêmes choses à l'intérieur de la pièce. Voilà ce que je crois. Et je peux me tromper. Vous avez le droit d'être en désaccord avec moi sur tout. Et donc, voilà la raison pour laquelle j'ai fait ce choix. J'ai dit dans cette pièce, le soir de cette annonce qui a fait quelques vagues, y compris dans ma vie, j'ai regardé le clip de campagne. Dans le clip de campagne, il y avait un panneau douane écrit en français et en arabe. C'est pas tout à fait par hasard, il faut aller le chercher, le panneau douane écrit en français et en arabe. Il faut aller précisément le chercher au Maroc. Je sais très bien ce que ça veut dire, et vous aussi, vous savez très bien ce que ça veut dire. Puisque c'était l'exaltation de la frontière. Comprenez bien ce que je dis. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui dit que l'immigration, c'est facile. Je ne suis pas quelqu'un qui dit que l'intégration marche. Je suis quelqu'un qui dit précisément, Jean-Pierre, que le rôle d'un président de la République, le rôle d'un chef d'État qui connaît parfaitement ses fractures, c'est d'empêcher que ces fractures ne s'aggravent. Elles existent. Je sais exactement tout sur cette affaire-là. Je viens de ce qu'on appelle le peuple. Hein. Je viens de loin, d'un pays dans lequel mes amis sont mes amis d'enfance et mes voisins, des chômeurs, des smicards, je sais très bien les sentiments qui existent. Mais il en est d'un président de la République comme d'un chef de famille. Il sait très bien, le chef de famille, que quand ils sont assis à la table tous ensemble, les belles-sœurs détestent, les belles-filles détestent leur belle-mère, que les belles-sœurs ne s'entendent pas entre elles, qu'il y a une cousine qui, la veille, a dit du mal de vous. Ben, je raconte votre histoire, hein. La mienne et la vôtre. Eh bien, le père de famille... Alors on pourrait dire la mère aussi, je ne fais pas de sexisme dans cette affaire. Le chef de famille ou le responsable de famille, il ferme les yeux sur ces choses et il essaie de les apaiser plutôt que de les exciter. Sinon, la famille explose. Et en temps de crise, c'est plus dur qu'à aucun autre moment. Ces analogies-là, hein, elles sont plus parlantes qu'on ne croit. Parce que moi, je pense qu'un peuple, c'est une unité, surtout quand ça va mal. Dans les temps de guerre, comme vous le disiez, mais pour moi, nous sommes dans un temps de guerre. Alors, ce n'est pas une guerre avec des bombes, mais quand vous avez 5 millions de chômeurs, ce soir encore 26 500 de plus.
quand vous avez... C'est les familles. 260 familles nouvelles dans les 100 départements français. Et les parents se regardent plus pareil quand ils trouvent plus de boulot. Et les enfants regardent plus les parents pareil quand ils trouvent plus de boulot. Et quand les jeunes trouvent pas de boulot, les parents sont malheureux. Et tout ça, ça fait une espèce de tâche. Mais c'est comme une guerre. Et c'est une guerre affreuse parce que nous n'avons pas mobilisé les armes qui étaient les nôtres. Et donc, on est dans un moment, c'était une partie de mes choix, dans lequel j'ai pensé, et je continue à penser, que la gauche, qui avait été depuis 30 ans le principal obstacle aux réformes nécessaires, allait devoir s'en faire le pédagogue. Oh, c'est pas fait. C'est esquissé, mais en prenant la précaution de toujours équilibrer le plateau de la balance et de mettre une pincée sur le plateau réformiste et une pincée sur le plateau d'extrême gauche. Et j'ai pensé, je suis transparent avec vous, que la nécessité d'une politique économique réformiste et courageuse allait faire exploser la gauche contre nature, puisque c'est une contre nature, l'alliance de la gauche. Et franchement, je crois que c'est en train de se faire. Quand Mélenchon, au micro, après avoir réfléchi pendant 48 heures, traite Moscovici de salopard, les mots en politique ont du sens, n'est-ce pas? C'est pas par hasard, c'est des choses profondes. Quand le leader de la faction la plus importante de la gauche en dehors du PS traite le ministre de l'économie du gouvernement socialiste de salopard 10 mois après l'élection de cette majorité, je vous dis qu'il se passe quelque chose qui n'est pas anodin, qui n'est pas secondaire, qui n'est pas des querelles de cours de récréation. C'est une chose profonde, idéologique, de fond, parce que, comme je l'ai dit le jour où j'ai fait ce choix, la politique qu'il va falloir suivre est le contraire de ce que le PS a plaidé devant le pays pendant 30 ans. Alors je ne dis pas que ça va être facile, mais mon idée, c'est que pour une politique réformiste, il va falloir un courant réformiste puissant et donc un changement des institutions. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est la politique réformiste? Et j'en aurai fini avec le livre, vous n'aurez plus besoin de le lire. D'ailleurs, j'insiste pas pour que vous le lisiez, j'insiste pour que vous l'achetiez. Je vais les faire. Bon, à 1 minute par livre, ça fait qu'une petite heure. C'est pas... Bon. Il y a 3 choses à faire pour moi. La première de ces choses, c'est mettre en place la politique d'urgence dont le pays a besoin. Qu'est-ce que j'appelle politique d'urgence? Oh, c'est très simple. Si on reprend l'idée que nous sommes en guerre, qui est dans la tranchée en première ligne? Il y a tous ceux qui signent des contrats de travail. Toutes les entreprises, petites, moyennes, grandes, tous les artisans, tous les commerçants, tous les petites entreprises, il y a les innovateurs, il y a les chercheurs, il y a... Voilà, c'est eux qui sont en première ligne. Ceux qui défendent l'essentiel pour le pays, c'est-à-dire les ressources et les emplois. Qu'est-ce qu'on demande? Oh, je ne demande pas des choses compliquées. Je demande qu'on arrête de leur gâcher la vie. Et on leur gâche la vie tous les jours. J'ai apporté l'autre soir sur le plateau de Ruquier le code du travail. Je vous l'ai dit déjà, parce que je ne sais plus où j'en suis. Le code du travail suisse, je vous ai dit ce qu'il en était du chômage en Suisse, c'est-à-dire disparu. Le code du travail suisse, il fait 120 pages, petite comme ça. Et le code du travail français, il pèse 2 kilos et il y a 2900 pages. Et vous vous dites, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des choses
évidente pour chacun d'entre vous. Le plombier dont la femme fait la comptabilité et les contrats de travail et s'occupe des relations avec l'URSSAF, il ne peut pas comprendre ce dont il s'agit. C'est trop compliqué, labyrinthique. Alors ça fait la fortune. Pardon s'il y en a ici, je ne veux rien dire de mal. Des avocats en droit social, des DRH des grandes entreprises qui ont des centaines de personnes pour que tout ça serve à l'entreprise, et des directions correspondantes des grands syndicats. Mais de ceux qui créent du travail, ça les empoisonne. Et on peut aller plus loin dans tout ça. Je pense qu'on doit réfléchir au seuil. 10, 50, qui font que nous connaissons tous des entreprises qui s'obligent à rester en deçà des seuils. Bon, en temps où tout va bien, ça va. Au temps où tout va mal, ça se discute. De même que je pense que la question du temps de travail mérite d'être discutée et un peu ouverte. De même que la question des normes perpétuellement aggravées est une question qui est paralysante. Tout à l'heure, un ami me racontait, il a un couvreur qui était chez lui vendredi soir, il rentre et il trouve le couvreur en train de pleurer. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne peux pas continuer, je suis obligé de t'arrêter. Il dit, pourquoi? Écoutez, je n'ai plus le droit de monter sur les toits pour changer une ardoise avec une échelle. Il faut que je mette un échafaudage. Bon, je ne dis pas que ça parte d'un mauvais sentiment, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est que ça devient si lourd que dans un moment difficile, une petite entreprise, etc., ne peut plus faire face à toutes ces choses. Alors il y a ceux qui s'en fichent et qui passent au-delà. Mais dans un pays où c'est la sève du pays qui est en jeu, le sang du pays qui est en jeu, on devrait faciliter par tous les moyens le travail de ceux qui sont en première ligne. Je ne demande pas autre chose que ça. Arrêtez de les embêter et essayez de les soutenir, de leur donner une fiscalité raisonnable. On vient découvrir, en tout cas, beaucoup de lecteurs ont découvert à propos de Chypre que nous avions l'impôt sur les sociétés le plus lourd de toute l'Europe. Ça mérite une réflexion. De même que faudrait avoir je vais dire des choses obscènes. Moi, je trouve que quelqu'un qui crée de l'emploi et des ressources, il a le droit de bien gagner sa vie. Vous savez ce que j'avais dit lorsque Hollande a annoncé les 75%. J'avais dit le déconomètre fonctionne à plein tube. Et on s'est aperçu après, y compris au Conseil constitutionnel, tardivement, mais le pire, c'est qu'il savait très bien. Hollande a eu un débat avec Thomas Piketty sur Mediapart, que je vous invite à regarder, dans lequel il explique, urbi et orbi, qu'une fiscalité excessive, c'est un très mauvais signal pour le pays. Et Piketty proposait 60. Bon, et il fait le contraire. Vous voyez bien qu'il y a devant nous des choses qui permettraient aux gens d'être assurés que le soutien du pays leur est apporté. Pour moi, tout ça, c'est la politique d'urgence qu'il faut mettre en œuvre. Vous voyez bien ce que je suis en train de dire. Il y a eu une évolution aussi dans les choix que j'ai défendus devant les Français. J'ai commencé il y a 12 ans en disant « Attention, la dette va vous exploser à la figure. Attention, les déficits vont nous conduire dans le mur. » Et j'ai proposé qu'on ait une meilleure gestion de l'argent public et que donc on fasse les rééquilibrages nécessaires. Dans la situation actuelle, je vais plus loin. Je dis la question principale, elle n'est pas des coupes, elle est des ressources. Parce que si on continue sur le chemin de l'effondrement des ressources, les coupes ne suffiront jamais. Prenez une serpette, prenez une faux, prenez une hache, prenez une tronçonneuse. Je peux peut-être aller plus loin.
Ça ne suffira jamais puisque vous n'avez pas les ressources nécessaires. Et donc la mise en œuvre d'une politique pro-ressources et pro-emploi, c'est la politique d'urgence qu'il y a à construire. Deuxième politique, il faut s'occuper de l'État qui est devenu auto-bloquant. Alors il y a des élus parmi vous, même les décisions que l'État prend pour lui-même, il ne réussit pas à les appliquer. Vous revenez 6 mois après, 8 mois après, c'est des textes jargonneux, incompréhensibles. Tiens, je vais me faire encore des amis. On vient de voter une loi qui, paraît-il, s'appelle de refondation de l'école. Je vous invite à la lire. C'est illisible, même pour un ancien ministre de l'Éducation nationale. Je vous jure, la loi, elle fait 80 pages avec 100 pages d'annexes. Vous croyez que c'est une loi de refondation, ça ? Et l'essentiel de la loi, c'est que ça supprime les cycles autour desquels on avait organisé l'enseignement primaire et le collège, et l'option possible pour des élèves qui ne veulent plus aller à l'école d'avoir une initiation à l'apprentissage à 14 ans. Supprimé. Oui, remplacé par rien. Si encore on avait dit, ça ne sera plus organisé en cycle, mais on va l'organiser d'une manière... Pas du tout. On dit, on supprime les cycles et on dira par décret le nouveau système qu'on adapte. On appelle ça une loi. Pour moi, ce n'est pas une loi. Bon, j'en veux pas à Payon, j'ai plutôt de la sympathie pour lui. Mais vous voyez bien, tout ce système que personne ne peut comprendre, excusez-moi de le dire, le système des collectivités locales, personne ne peut rien y comprendre. La commune, la communauté de communes, le département, la région, avec des élus différents pour les deux, c'est incompréhensible. Et alors la loi qu'on vient de voter pour le fait qu'on aura désormais sur le bulletin des élections cantonales au scrutin majoritaire, à 2 tours, 4 noms, un homme, un homme. Bon, peut-être c'est bien pour quelques-uns qui considèrent que le rôle principal des élus, c'est d'être des animateurs. Pas du tout. Pour moi, je dis, on doit fusionner les départements et les régions. Ça fait le même travail. Alors les conseillers régionaux me haïssent quand je dis ça, et les conseillers généraux quelquefois aussi, mais bon, c'est le même travail. J'ai été président de département pendant 10 ans. Le département et la région ont tous les deux la responsabilité de stratégie de développement local. La même chose. Le périmètre change, mais je connais beaucoup de départements qui ont contribué à construire des universités. Le mien a construit une autoroute. Chacun s'occupe d'économie en mettant en place des zones industrielles, artisanales. Les uns ont les collèges et les autres les lycées, mais excusez-moi, c'est la même chose. S'occuper de l'équipement matériel des collèges et des lycées, de les construire, maintenant il y en a beaucoup de construits, ou de l'organisation des cantines, tout ça c'est la même chose, c'est le même travail. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas faire ça par les mêmes élus ? Ils peuvent délibérer sur place quand c'est pour le département et au chef-lieu de la région quand c'est pour la région, mais c'est le même travail. Et puis, communes et communautés de communes et maintenant métropole, enfin tout ça devient extraordinairement difficile à comprendre. Je suis, si j'ose dire, vous allez n'éclatez pas de rire, je suis comme Napoléon. Je suis pour la simplicité, pour que ça soit compréhensible, l'État et les collectivités locales. C'est la deuxième chose à faire pour sortir de ces blocages. Ah non, monsieur, c'est pas ici, c'est... Ici, c'est le département, c'est à la région qu'il faut aller. Ah, pas du tout, c'est à la communauté de communes. Et on vous renvoie... Bon, j'ai raconté l'autre soir comment on dit, les centres d'appel de EDF, d'Orange et de toutes ces choses-là. Bon. C'est un monde très cruel. Parce que c'est un monde pour les forts. Pour ceux qui ont des relations, pour ceux qui parlent bien français, pour ceux qui y voient bien, pour ceux qui peuvent se faire entendre et qui, au bout de 23 minutes d'attendre au téléphone, quand le garçon qui est en face les entend, il sait qu'il faut parler poliment.
C'est vrai. On entend de l'autorité dans la voix des gens. Et si c'est quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer et qui, parce qu'il est énervé, parle un peu plus haut, on raccroche. Et tu repars pour 23 minutes de plus. C'est vrai ce que je raconte ou pas? Moi, je pense qu'il faut... C'est un monde qui est impossible à vivre pour 50% de la population. Eh bien, on devrait l'organiser pour cela, précisément. D'abord pour cela. Et il y a une troisième chose à faire, et je finis là-dessus, parce que c'est un grand sujet, c'est il faut répondre au drame européen. Ce qui vient de se passer à Chypre, pour moi, c'est un drame. Alors, tout le monde applaudit, hein, il paraît que tout le monde est content de l'accord. Moi, je suis inquiet. Je vais vous dire pourquoi, de manière très simple. Je ne suis pas du tout triste qu'on enlève aux oligarques russes et à quelques milliardaires égarés l'argent qu'ils ont dans la Laiki Bank. Parce que l'accord, c'est... La Laiki Bank est mise en faillite. C'est la deuxième banque de Chypre. Tous ceux qui ont des dépôts au-delà de 100 000 euros, 100% de perte. Et ceux qui avaient des dépôts dans la première banque de Chypre, Bank of Cyprus, ceux-là, c'est 30% de chute. Alors, franchement, ça ne me troublerait pas si. Ça veut dire une chose extrêmement précise. C'est que désormais, chaque fois qu'un pays sera en difficulté, au premier bruit de ces difficultés, tous les types qui ont des dépôts supérieurs à 100 000 vont les retirer. Et vous allez... Ou alors je me trompe, ou alors je suis idiot, c'est possible que je sois idiot. Et moi je crois que l'économie est systémique. C'est un système. Vous appuyez sur le bouton A, ça entraîne quelque chose qui bouge à B, qui bouge à C, et puis après c'est D qui réagit, et E, il y a des accélérations comme ça. C'est ça, un système. Je pense que c'est une décision... Tiens, attendez les premiers bruits de crise bancaire en Espagne. Et revenez me voir. Ou en Italie. Et revenez me voir. Je pense que c'est une décision pour quelques milliards d'euros très imprudente. Deuxièmement, vous allez avoir à Chypre une crise sociale d'envergure colossale, parce que vous allez avoir 20 000 peut-être suppressions d'emplois et mise au chômage. Et puis, pourquoi? Parce que les PME vont plus pouvoir emprunter. On vient de mettre en place, personne ne s'en est aperçu, ce qu'on a créé à Chypre, c'est un euro non convertible, pendant une période qu'on ne sait pas. Un euro non convertible, c'est plus un euro. Hein? C'est autre chose. C'est-à-dire que les types ne pourront pas acheter avec cet euro-là. Et à mon sens, ça va entraîner des licenciements assez nombreux. Le peuple chypriote risque de ne pas le supporter. Risque donc de quitter l'euro par un mouvement politique de remise en cause. Le président, il est élu depuis un mois. Là encore, vérité en politique. Hein. Un mois. Il n'a pas dit le quart de ce qu'il allait faire ou de ce qu'on allait l'obliger à faire. Quatrièmement et enfin, c'est très mauvais pour l'Europe qu'elle apparaisse comme une troïka maniant un knout. Je trouve que le mot troïka, lui-même, en soi, vous comprenez? Si l'Europe c'est l'organisation d'une contrainte qui risque de vous entraîner là où vous ne voulez pas aller, ben les peuples vont dire non. Et vous allez voir tous les Mélenchon de la création, tous les Le Pen de la création, menacer les Français du même genre de contraintes. Donc il va falloir que nous soyons imaginatifs, convaincus, éloquents, de bonne foi, pour montrer un autre horizon européen dans les mois qui viennent et singulièrement aux élections européennes dans un an.
la charge qui nous incombe est très importante. Parce que et le PS et l'UMP sont ficelés dans cette affaire. Et nous avons peut-être cette capacité-là. En tout cas, je le crois. Mais vous voyez bien, il faut créer une autorité politique dans la zone euro. Il faut que cette autorité... Pourquoi il faut créer une autorité politique? Oh, c'est simple. Quand vous avez une monnaie unique, vous êtes obligé d'avoir une autorité politique pour faire de l'aménagement du territoire minimal. Autrement, les activités déménagent vers les zones les plus attractives et c'est l'organisation de déserts à l'intérieur du territoire. Ce qu'un pays fait, l'aménagement du territoire, c'est essayer de favoriser la vie là où ça ne va pas et de freiner un tout petit peu là où ça va trop vite. Et ça, c'est une autorité politique. À condition que cette autorité politique, elle soit transparente, qu'on sache de quoi on parle et qui décide, ce que pas un d'entre vous n'est capable, en dehors des grands spécialistes présents ici, de décrire, et encore si on faisait un approfondissement, on verrait qu'il y a beaucoup de zones d'incertitude. Il faut qu'elle soit transparente, parce que les citoyens veulent savoir de quoi leur avenir va être fait. Ce sont des décisions très importantes, elles les concernent. Et moi, je ne supporte pas, même moi, d'apprendre le matin à 6 heures à la radio quelque chose dont je sais que ça va jouer un rôle très important pour l'avenir. Et donc, on a là la nécessité d'une renaissance européenne, avec une autorité intégrée politique pour la zone euro, en tout cas, et une démocratie européenne. Voilà, j'en ai fini parce que là, on vient de traiter les questions massives de l'avenir du pays. J'ai été infiniment trop long, mais on va faire un quart d'heure de questions avant qu'on ne signe pour que vous puissiez répondre. Alors, on va se tenir à la règle habituelle, qui est, cependant que Jan Wirling nous quitte sous les déclarations d'affection de son président, hein? Tu n'es pas très loin, très bien. Parce que je m'ennuie quand tu es loin de moi. Et donc, on va faire alternance masculin-féminin. Alors, on va prendre 6 questions. J'ai été trop long, excusez-moi, mais bon, je suis emprunté par le sujet. Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur Bayrou. Alors, vous avez parlé de différents acteurs pour la refonte des institutions. Vous avez parlé dans un premier temps des décideurs économiques, des décideurs politiques de l'Europe, mais vous n'avez pas parlé des citoyens. Et j'aimerais savoir où vous placez les citoyens, c'est-à-dire nous, dans cette volonté de reconquête du pouvoir. Au début de votre intervention, vous avez parlé de l'Allemagne et de l'Italie. Que ce soit en Allemagne avec le parti des pirates ou en Italie avec le parti de Beppe Grillo, c'est quand même révolutionnaire ce qui vient de passer. Je crois qu'on ne fera plus jamais de la politique de la même manière. Aujourd'hui, le parti de Beppe Grillo est le deuxième parti d'Italie. Premier. Le premier, c'est un parti qui n'avait aucun siège, c'est un parti qui s'est fait exclusivement sur Internet. Alors, dans votre volonté légitime, et que je soutiens, de refondre des institutions qui est nécessaire, on vit sur des institutions qui sont trop vieilles et pas adaptées au monde moderne, où est-ce que vous nous placez, nous, les citoyens? D'abord, je n'ai parlé que des citoyens pendant toute cette intervention. Hein? Que des citoyens pendant toute cette intervention. Parce que les citoyens, c'est nous. Alors, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire de la peine. C'est exactement la même chose que les indignés en Espagne. Et peut-être d'autres voix dans d'autres pays européens. Derrière ça, pour moi, il y a une impasse. Beppe Grillo, il dit faut sortir de l'euro, faut donner un salaire minimum de 1 000 € par mois à chaque famille italienne, et ainsi de suite. Ces deux choses-là sont impossibles et vont déboucher sur un grave accident. Peut-être je me trompe, j'attends de le voir. Et en tout cas, en France, cela serait insoutenable. Bon, on va voir si je me trompe. Il n'y a que quelques jours à attendre pour savoir s'il y a une majorité pour le gouvernement Bersani.
c'est-à-dire s'il y a un accord avec une partie des membres du mouvement 5 étoiles, de Grillo. S'il n'y a pas d'accord, on va avoir de nouvelles élections, une impasse terrible. Enfin, on est dans une, pour moi, une de ces manières d'égarer les citoyens en leur expliquant que c'est très facile, il suffit de virer les gouvernants. Il n'y a pas de changement, je veux dire, il n'y a pas de différence majeure avec ceux qui disaient le changement. Donc, je sais bien que ce n'est pas agréable à entendre, mais pour moi, Berlusconi et Grillo, c'est la même impasse. Quand Berlusconi dit « je vais vous rembourser vos impôts », c'est avec ça qu'il a fait 26%. Hein. Je vais vous rembourser vos impôts. Il a envoyé à toutes les familles italiennes un bon imprimé en disant « si je suis élu, lundi matin, vous allez à la poste avec ce bon et on vous rembourse les impôts ». C'est une escroquerie démocratique. Alors ça fait des voix, très bien, mais ça amènera le pays à une catastrophe. Voilà ce que je crois. Donc je ne crois pas du tout à Beppe Grillo de ce point de vue-là. En revanche, je l'ai dit, j'ai commencé par ça, je ne sais pas si vous étiez là au début, la revendication des citoyens d'avoir à s'occuper de leurs affaires, c'est une revendication irrésistible et justifiée. Mais ça doit se faire. Peut-être nous le faisons ici, après tout, hein, chaque soir où nous discutons des grands problèmes du pays. Je trouve que nous sommes dans une démarche civique comme celle-là. Civique, ça veut dire que les citoyens sont pleinement respectés. Voilà ce que je crois. Mais je peux me tromper, on va le voir dans quelques semaines. Surtout que, j'ajoute que Beppe Grillo, il y a eu aussi des thèmes très, très... déstabilisant sur l'immigration, y compris quelquefois avec des relents. Voilà. C'est la démagogie. Hein. Prétendre qu'on peut donner 1 000 € par mois à toutes les familles, moi je vous le dis, c'est une chose qui ne se produira pas. Bon, on va voir qui est le courage. Et je préfère être ami avec Mario Monti ou avec Rutelli qui a dit dans ces circonstances je ne me présente pas, avec Mario Monti qui a fait 10%, que d'être dans l'idée que ce mouvement-là va apporter une solution au problème de l'Italie. Je crois exactement le contraire, mais nous serons départagés par la réalité. J'aimerais qu'il y ait des solutions magiques, mais il n'y en a pas. Et donc, je préfère défendre quelque chose qui est rapport avec de la vérité en politique. Féminin. Ah, oui, bonsoir, Monsieur Bayrou. Donc, Là, je ne vous entends pas. Vous ne m'entendez pas. Ça y est, c'est bon. Donc, je voulais revenir sur le titre de votre livre, oui. De la vérité en politique. Donc apparemment, enfin, vous avez expliqué que le citoyen, vous souhaitiez qu'il soit participatif, oui. Qu'il soit impliqué, qu'il s'occupe de ses affaires. Mais est-ce que est-ce que vous souhaitez aller plus loin et aborder la vérité en philosophie, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait faire que le citoyen, si vous voulez, soit encore plus participatif. Vous avez parlé de la conscience, éveiller la conscience du citoyen. Est-ce qu'on peut aussi penser à la notion de bonheur? Est-ce que tout ça, tous ces thèmes-là, vous les regrouperiez aussi? Est-ce que ce serait quelque chose d'autre au-delà ou on se limite à la vérité en politique? Là, je suis absolument respectueux de la frontière entre l'un et l'autre. Dès qu'on parle de bonheur en politique, ça tourne mal. Les gens qui ont voulu faire le bonheur des peuples, c'est des gens qui confondent deux choses. L'une qui est l'équilibre d'une société, sa capacité à inventer, produire des œuvres littéraires, artistiques, culturelles, numériques, que sais-je, et
l'idée que chacun se fait de son épanouissement personnel. Si vous confondez l'un et l'autre, ce qu'est le totalitarisme, totalitarisme, c'est les gens qui décident qu'ils vont décider du bonheur. Eh bien, cela, moi, je m'en écarte avec beaucoup de détermination. C'est un trop grand risque. Comprenez que la mission des responsables politiques, c'est pas la mission de faire le bonheur de chacun des gens, c'est impossible. C'est chacun qui doit faire son bonheur. Eux, ils se contentent de mettre des cadres dans lesquels les femmes, les hommes, les familles, les communautés pourront s'épanouir. Et après, eh bien, ils sont laïcs. C'est-à-dire qu'ils ne se mêlent pas de ce genre de sujet. Voilà en tout cas la vision qui est la mienne. Masculine. Attendez, c'est la petite là-bas qui fait partie le micro. Je voudrais rester sur le thème de la philosophie. Il y a quelque chose qui m'interroge fortement. C'est que, au-delà du rôle de la bipolarisation, j'ai l'impression que l'existence même de tout parti politique, quel qu'il soit, y compris le MoDem, est un obstacle à la vérité en politique. Je fais référence à un texte que vous connaissez sans doute de Simone Veil avec un W. Voilà. Donc du coup, ma question c'est, vous, à titre personnel, en tant que président d'un parti, comment vous assumez cette contradiction? Est-ce que vous la ressentez et comment vous l'assumez, cette contradiction? Et nous, en tant que citoyens, comment on peut à la fois essayer de porter la vérité en politique sans tomber dans des jeux partisans? Alors je répète, j'ai jamais défendu l'idée que nous avions la vérité et qu'on allait la transmettre aux autres. J'ai défendu l'idée que la vérité du réel, la phrase que j'ai lue de Hannah Arendt, c'est-à-dire la vérité, c'est ce qu'on ne peut pas changer. Et ça devrait être les fondements, les piliers du débat politique. Alors, la vision de Simone Veil des partis politiques, de Simone Veil, la philosophe des partis politiques, c'est une vision, oui, à certains moments sévère, justifiée sans doute. Parce qu'un parti politique, c'est le péché originel des partis politiques, celui que j'ai combattu toute ma vie, c'est le sectarisme. Je ne dis pas que j'ai jamais été, moi, menacé d'attitudes de ce genre, parfois dans des élections, sans doute. Mais j'ai combattu le sectarisme toute ma vie. C'est pour ça que j'ai voulu faire un parti ouvert à des alliances différentes. Un parti qui ne se définisse pas par un camp. Et un parti qui accepte l'idée qu'il pouvait avoir des partenaires même qui n'ont pas la même carte que lui dans leur poche. Alors ça correspond à quelque chose d'un peu plus profond, qui est que l'autre n'est pas un ennemi. Alors vous voyez, il y a des arrière-plans spiritualistes dans tout ça, que j'assume, que j'accepte, mais philosophiques. L'autre n'est pas un ennemi. C'est pas parce qu'il est différent qu'il est un ennemi. Et qu'est-ce que ça dit, le mot centre, où on a situé notre action? Ça dit que la vérité la politique ne se résume pas à l'affrontement de deux camps, qui sont forcément deux mensonges. Et qu'il faut dépasser ça. Bon. Donc, s'il peut exister un parti non sectaire, c'est ici qu'il existe. Alors je ne dis pas que ça soit parfait, je ne dis pas que son organisation ait été impeccable tout au long du temps, parce que faire un parti nouveau, c'est très difficile. Comme l'ont montré tous les partis nouveaux créés ces dernières années. Europe Écologie Les Verts, lisez ce que Cohn-Bendit en dit,
le nouveau parti anticapitaliste, rien n'est facile quand vous créez un parti nouveau. Et j'en cite pas d'autres par charité chrétienne. Et donc, rien n'est facile. Mais en tout cas, ayant inscrit dans son patrimoine génétique l'idée que le sectarisme est à repousser, il n'y a que nous. C'est déjà pas mal. Et je suis sûr que Simone Veil, avec un W, si elle avait eu à choisir un courant ou une sensibilité, je suis sûr qu'elle l'aurait fait. En tout cas, elle a été la philosophe de mes 16 ans. Et donc, je n'oublierai jamais un livre qui s'appelle, par exemple, L'Enracinement, qui est un admirable, qui, moi, m'a fait découvrir ce que la philosophie pouvait être. Masculin, oui, féminin. Attendez, enregistrez. Oui, donc je voulais parler de l'Europe. C'est les 5 dernières minutes, comme disait l'inspecteur, comment il s'appelait, Bourrel. Il fallait vite. Juste une question sur l'Europe et sur la pédagogie de l'Europe. Quand vous discutez dans différents cercles autour de vous, à l'étranger, vous apercevez que le plus grand mal, c'est que l'Europe, on ne la connaît pas. On ignore toutes ses institutions, ses modes de fonctionnement. Les parlementaires de Strasbourg font un travail remarquable. Il est inconnu. Les partis politiques, dans chaque pays, surtout en France, ne le mettent jamais en valeur. Par exemple, pas ici, hein. Oui, non, mais je parle généralement à la télévision et dans le journal. Voilà. Donc, il faut qu'on arrive à faire une vaste diffusion du travail qui a été fait, des progrès qui ont été faits, sans compliquer, mais donner une vision simple et surtout faire que pendant cette campagne européenne, on ne se présente pas entre franchouillards. C'est-à-dire qu'on est dans des débats, un allemand, un anglais, un espagnol. Un français ? Oui, peut-être. Mais qu'on présente ces gens. Il y a des Anglais qui parlent français, ça existe. Il y a des Allemands qui parlent pas bien français, etc. Et donc qu'on arrive à un débat européen présenté avec des tribunes pour que les gens voient que c'est concret. Madame, en une phrase, vous dites on ne les connaît pas, c'est fait pour ça. Mais j'ai bien compris que c'était fait pour ça. C'est faut casser. Hélas, la manière dont sont organisées ces institutions, hélas, alors ça s'explique, hein. Jean Monnet, lorsqu'il a défriché les premiers chemins, on était dans une période de germanophobie très grande en France et réciproquement, symétriquement, de francophobie sans doute en Allemagne et en Italie, vous voyez ce qu'il en était. Et donc, il a choisi un chemin qui était spontané chez lui. On va monter ça entre initiés sans qu'on étale trop devant les peuples parce qu'ils le rejetteraient. Mais on en est resté là. Et selon ce que je défends, ça n'est plus acceptable au XXIe siècle. Donc, je suis pour qu'on soit réformateur, refondateur de l'Europe. Et je crois qu'on en a la foi, la capacité, l'inventivité, on peut faire ça. Question masculine, pardon. Bonjour Monsieur Bayrou, j'ai commencé à lire votre livre et pour parler de la vérité en politique, vous donnez une condition nécessaire dans un des chapitres, c'est que cette vérité s'appuie sur des faits avérés. Cela paraît assez évident, mais en fait, je ne suis pas si sûr que ce soit aussi évident que cela. Je pourrais citer des exemples, même en géographie physique. Une ministre pensait que le Japon était dans l'hémisphère sud, sans vouloir être cruel. Oui, il y avait aussi un ministre de l'Agriculture qui ne savait pas ce que c'était un hectare. En matière économique, on a souvent reproché... Remarquez si je faisais une interview écrite sur ce que c'est un hectare. Enfin bref. Oui. En matière économique, dans l'affaire Madoff, on a souvent reproché aux économistes mathématiciens de ne pas avoir senti venir le vent et de ne pas avoir détecté que c'était impossible. En fait, c'était faux. Il y avait deux économistes mathématiciens qui avaient démontré
de manière rigoureuse que le système Madoff était impossible. Ils avaient transmis leurs conclusions à la SEC et on n'a absolument pas tenu compte de leurs démonstrations. En fait, on peut se demander si quelque part les idées reçues ne l'emportent pas, l'espoir, un certain optimisme ne finit pas par l'emporter, c'est-à-dire qu'on a envie de croire au Père Noël, et si quelque part, eh bien, ces faits avérés ne sont pas aussi très très difficiles à établir. Et ça me fait penser que pour que l'homme politique, le décideur, dise la vérité, il doit s'appuyer aussi sur des conseillers sacrément solides et qui lui présentent aussi des éléments très très objectifs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, des conseillers suffisamment solides et qui présentent des éléments avérés, ça doit être dirigé vers les citoyens. L'homme politique, je préfère qu'il ait lui-même des idées et des convictions et du bon sens, parce que je ne crois pas que ce soit des sujets difficiles. Deuxièmement, vous dites c'est difficile à établir les faits. Moi, je ne demande pas qu'on établisse tous les faits. Je demande qu'on se mette d'accord sur des éléments très peu nombreux et indiscutables. Quand j'ai commencé à dénoncer la croissance de la dette en France, c'est il y a, 2002, peut-être avant, 99, puis on le faisait déjà avec Barre, ça fait un bail. Tout était dans l'arithmétique. C'est pas de la mathématique abstraite, c'est de l'arithmétique. Vous vous êtes souvent moqué de moi parce que je disais que le calcul mental était une discipline civique. Je suis persuadé que si les gens avaient su ce qu'est 1 milliard, je suis persuadé qu'ils n'auraient pas laissé faire. Quand on a dépassé 1000 milliards, ils auraient dit attention, il se passe quelque chose. Autre exemple, je suis persuadé que si les gens avaient su ce que représente 400 millions d'euros, l'affaire Tapie n'aurait pas eu lieu. Parce que 400 millions d'euros, ce sont des sommes pyramidales. Mais le calcul mental ayant disparu de la formation élémentaire du citoyen, c'est quelque chose qui échappe. Mais je vais citer un fait que je défends dans le livre qui, pour moi, est du domaine de ce réel qu'on ne peut pas changer. C'est un énoncé très simple. Un pays comme la France ne peut pas ne pas rembourser sa dette. Et comme la France, je ne dirais pas la même chose si j'étais en Italie de cette manière brutale. Parce que comme l'Italie a un excédent qu'on appelle primaire, c'est-à-dire on appelle primaire, déficit primaire ou excédent primaire, le déficit ou l'excédent qui ne tient pas compte de l'annuité de la dette. Le déficit italien, il est entièrement représenté par l'annuité de la dette. Le déficit français, il dépasse de loin l'annuité de la dette. On a besoin d'emprunter pour payer les fonctionnaires et pour payer les retraites. Et pour la Sécu. Ce qui est très différent. L'Italie, à la limite, ça n'arrivera jamais, heureusement, j'espère, pourrait prononcer qu'elle fait un moratoire, qu'elle remboursera sa dette plus tard. Parce qu'elle n'a pas besoin d'emprunter pour vivre. Nous sommes un pays qui a besoin d'emprunter pour vivre et encore pendant plusieurs années. Donc, à la minute même où un gouvernement déséquilibré annoncerait que nous ne remboursons pas la dette de la France, vous ne trouveriez plus 1 euro à emprunter. Et à cette minute même, le renouvellement naturel de la dette du pays, puisqu'on emprunte pour prolonger la dette, les taux d'intérêt passeraient à 10, 15, 20%. Donc, j'appelle vérité, comme dit Hannah Arendt, ce qu'on ne peut pas changer. Il y a une chose qu'on ne peut pas changer si on veut garder notre modèle, c'est l'obligation de rembourser notre dette. Il y a des tas de gens qui ont pas ça en tête et des tas de politiques qui pensent qu'on pourrait éluder cette question. Il y en a une autre.
de l'ordre de ce qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas fermer les frontières. Il y a des gens qui pensent qu'on pourrait fermer les frontières. On ne peut pas fermer les frontières parce que nous sommes à la fois un grand pays importateur et un grand pays exportateur. Si on ferme les frontières, on se coupe de ce qu'il y a de plus fort et de plus vivant dans notre industrie. Par exemple, le EADS. On vend des Airbus, c'est formidable. On a 5 ans de carnet de commandes. Chez nous, on vend des hélicoptères. On fabrique les meilleurs moteurs d'hélicoptères du monde, presque dans mon village. Mais si vous fermez les frontières, vous croyez que les autres vont continuer à vous acheter vos productions? Donc je dis, on ne peut pas fermer les frontières. Ça, c'est une vérité du type de ce qu'on ne peut pas changer. Si on se mettait ça dans l'esprit, alors beaucoup de choses du débat politique changeraient. Mais vous voyez que c'est en contradiction absolue avec un certain nombre de discours politiques qui sont détenus devant les gens. Et c'est en contradiction absolue avec les fausses promesses qui sont faites en campagne électorale. Par exemple, ceux des candidats qui disaient « on ne créera pas 1 euro d'impôt et au contraire on augmentera les allocations ». Ce n'étaient pas les mêmes, mais enfin, grosso modo, c'est proche. Ben, dans la vérité, c'était impossible. Féminin. Avant-dernière question. On a commencé par un garçon ou une fille, je ne me souviens plus. Allez, dernière question. À la une. Allez. On fait une entorse au masculin féminin. Allez. Ça sera la seule de la soirée. Ma question sera rapide. Vous avez abordé la question de l'Europe. Le nombre de pays européens qui connaissent des difficultés aujourd'hui ne peuvent attendre, entre guillemets, de solution que par la solution européenne. Alors, les élections, c'est dans 1 an. C'est pour quand votre livre qui va nous aider à porter l'idée européenne telle que vous l'avez vue? D'abord, vous allez lire ce que j'ai écrit dans ce livre. Bon, parce que je traite de la question quand même. Voilà, j'ai 3 livres en chantier. Alors, je ne sais pas lequel sera fini en premier. Comme j'ai la faiblesse de les écrire moi-même, je sais que ça représente du boulot. Et donc, mais je vous promets de m'appliquer à respecter les directives que vous me fixez. Merci à tous, c'était vraiment très sympathique et chaleureux.